Imagine un instant que tu te retrouves assis dans un fauteuil confortable, un soir tranquille, et que tu te posais cette question simple mais profonde. Est-ce que je vis vraiment ma vie ou est-ce que je la laisse? Simplement passer, Cette question, je l'ai entendue des centaines de fois dans mon cabinet, dans mes conférences, dans les lettres que des lecteurs m'ont envoyées. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elle revient avec une intensité particulière après un certain âge, après 70 ans, quelque chose change dans notre rapport au temps, à nous-mêmes, aux autres. Et parfois, sans même nous en rendre compte, nous glissons dans des habitudes, des attitudes, des façons de penser qui lentement, silencieusement appauvrissent notre existence. Aujourd'hui, je voudrais t'accompagner dans une réflexion sur ce que j'appelle les 10 erreurs qui peuvent détruire ta vie après 70 ans. Mais attention, le mot erreur ici n'est pas un jugement. Ce n'est pas une accusation. C'est une invitation à regarder avec honnêteté et avec douceur certains schémas dans lesquels beaucoup d'entre nous tombent, souvent sans le savoir, souvent avec les meilleures intentions du monde. Parce que c'est ça la vraie difficulté. Ce ne sont pas des erreurs grossières, évidentes. Ce sont des erreurs subtiles, enveloppées dans des convictions qui semblent raisonnables, dans des habitudes qui semblent protectrices, dans des silences qui semblent sages. Je veux que tu saches, avant même que nous commencions, que ce que je vais partager avec toi ne vient pas d'un lieu de supériorité. Cela vient d'années d'écoute, d'observation, de travail avec des personnes de tous âges et aussi de mes propres questionnements personnels. Parce que moi aussi je vieillis, moi aussi je me retrouve parfois à résister à certaines choses, à m'accrocher à certaines habitudes, à éviter certaines conversations. Nous sommes tous dans ce voyage ensemble. Et ce voyage, il mérite d'être vécu pleinement, pas seulement traversé, pas seulement subi, pleinement vécu, avec tout ce que cela implique de courage, de tendresse envers soi-même et d'ouverture à ce qui peut encore changer, encore s'épanouir, encore nous surprendre. Parce que oui, après 70 ans, on peut encore changer, on peut encore grandir, on peut encore découvrir des parties de soi-même que l'on ne connaissait pas. Et c'est peut-être l'une des plus belles nouvelles que la psychologie moderne nous offre. Alors installe-toi confortablement, prends une grande inspiration. Et laisse-moi t'emmener dans cette réflexion avec toute la bienveillance que ce souhait mérite. La première erreur, celle qui revient le plus souvent dans mes échanges avec des personnes de cet âge, c'est de confondre se reposer et s'arrêter de vivre. Il y a une différence immense entre les deux, et pourtant on glisse si facilement de l'un à l'autre. Quand on prend sa retraite, quand les enfants sont partis, quand le rythme de la vie professionnelle disparaît, il y a souvent un vide qui s'installe. Et dans ce vide, beaucoup de personnes se disent « Maintenant, je vais me reposer, je l'ai bien mérité. » Et c'est vrai, le repos est légitime, le repos est nécessaire, le repos est même un acte de sagesse. Mais le repos n'est pas l'absence de vie. Le repos, c'est une pause dans l'action, pas un arrêt de l'engagement. Et c'est là que la confusion s'installe. Progressivement, les journées se vident, les projets disparaissent. Les sorties se raréfient et on se retrouve dans une forme d'inertie douce, presque confortable au début, mais qui avec le temps devient pesante puis étouffante. Je me souviens d'une femme, appelons-la Madeleine, 72 ans, ancienne institutrice passionnée. Quand elle est venue me voir, elle m'a dit quelque chose qui m'a profondément touché. Elle m'a dit « Christophe, je ne sais plus à quoi je sers, pas je suis fatigué, pas je suis malade ». Elle m'a dit « je ne sais plus à quoi je sers » et derrière cette phrase, il y avait des années de retrait progressif, d'activités abandonnées une à une, de contacts humains réduits peu à peu au nom du repos, au nom de l'âge, au nom d'une certaine idée de ce que devrait être la vieillesse. Ce que la psychologie nous dit avec une clarté remarquable, c'est que les êtres humains ont besoin de sens, pas seulement de confort, pas seulement de sécurité, de sens, et le sens ne vient pas de l'absence de souffrance. Il vient de l'engagement, du lien, de la contribution. Viktor Frankl, qui a traversé les camps de concentration et qui a fondé la logothérapie, disait que l'homme peut supporter presque n'importe quelle souffrance si elle a un sens. Alors imagine ce qui se passe quand la vie devient confortable mais vide de sens. C'est une autre forme de souffrance, plus silencieuse mais tout aussi réelle. Alors la question que je t'invite à te poser doucement, sans jugement, c'est celle-ci. Est-ce que je me repose ou est-ce que je m'efface? Est-ce que je prends soin de moi ou est-ce que je m'éloigne de moi-même? La réponse à cette question peut changer beaucoup de choses. La deuxième erreur, et elle est intimement liée à la première, c'est de cesser d'apprendre. Il y a une croyance très répandue, presque culturelle, qui dit que passé un certain âge, on ne peut plus vraiment apprendre de nouvelles choses, que le cerveau est trop rigide, que les habitudes sont trop ancrées, que les nouveaux apprentissages sont réservés aux jeunes. Et cette croyance est non seulement fausse, elle est dangereuse. Les neurosciences ont montré quelque chose de fascinant au cours des dernières décennies. Le cerveau conserve une plasticité remarquable tout au long de la vie.
Bien sûr, certains apprentissages demandent plus d'efforts, plus de temps, plus de répétitions, mais le cerveau, lui, continue de créer de nouvelles connexions, de s'adapter, de se réorganiser, et surtout continuer à apprendre un effet protecteur sur la santé cognitive. Les personnes qui restent intellectuellement actives, qui apprennent de nouvelles langues, qui jouent d'un instrument, qui lisent, qui s'intéressent à des sujets nouveaux, ces personnes maintiennent une vitalité mentale qui dépasse souvent les prévisions médicales. Mais au-delà de la neurologie, il y a quelque chose de plus profond. Apprendre, c'est rester en relation avec le monde, c'est dire au monde, tu m'intéresses encore, tu as encore quelque chose à m'offrir. Et cette posture d'ouverture, de curiosité est l'une des attitudes les plus protectrices que je connaisse contre la dépression, contre l'isolement, contre ce sentiment de devenir progressivement étranger à sa propre époque. Je pense à un homme que j'ai rencontré lors d'une conférence, appelons-le Bernard, 75 ans, ancien comptable qui à 70 ans avait décidé d'apprendre la guitare. Il me disait avec un sourire lumineux, au début mes doigts ne voulaient pas, mais j'ai insisté et maintenant je joue des chansons de Brassens à mes petits-enfants. Ce n'est pas la virtuosité qui importait. C'était l'acte d'apprendre lui-même, c'était cette décision de dire je ne suis pas fini, je commence quelque chose de nouveau, qu'est-ce que tu aimerais apprendre toi si tu te donnais la permission de le faire ? Une langue, un instrument, la peinture, la cuisine d'une autre culture, la méditation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a seulement cette question, qu'est-ce qui t'attire ? Et la curiosité, elle, n'a pas d'âge. La troisième erreur, et celle-ci est peut-être la plus douloureuse à reconnaître, c'est de laisser les relations s'étioler sans les nourrir. Après 70 ans, les pertes relationnelles s'accumulent. Des amis disparaissent, des proches meurent. Des liens qui semblaient solides se fragilisent avec la distance, avec les différences de vie, avec les incompréhensions accumulées. Et face à ces pertes, beaucoup de personnes adoptent une stratégie qui semble raisonnable, mais qui est en réalité très coûteuse. Elles se protègent en s'isolant. L'idée, consciente ou non, c'est si je ne m'attache plus, je ne souffrirai plus de perdre. Si je maintiens les gens à distance, je serai à l'abri de la douleur des séparations. Mais ce que cette stratégie produit en réalité, c'est une solitude progressive, un appauvrissement du tissu relationnel et paradoxalement une souffrance bien plus grande que celle qu'on cherchait à éviter. Les études sur le bonheur et la longévité sont unanimes sur ce point. Le facteur le plus important pour une vieillesse heureuse et en bonne santé, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'absence de maladie, ce n'est pas même le régime alimentaire, c'est la qualité des relations humaines. La Harvard Study of Adult Development, qui a suivi des centaines de personnes pendant plus de 80 ans, a conclu que les personnes qui maintiennent des liens chaleureux et significatifs vivent plus longtemps, sont en meilleure santé physique et rapportent des niveaux de bonheur bien plus élevés. Alors la question n'est pas est-ce que je mérite encore d'avoir des amis, des liens, des relations profondes. La question est qu'est-ce que je fais pour les entretenir ? Parce que les relations, comme les jardins, ont besoin d'attention, d'arrosage, de présence. Elles ne survivent pas à l'abandon. Et parfois, il faut aussi avoir le courage de créer de nouveaux liens. De s'ouvrir à des personnes que l'on ne connaît pas encore, de rejoindre un groupe, une association, un atelier. De tendre la main, même quand c'est difficile, même quand on a peur d'être rejeté, même quand on se dit « à mon âge, c'est compliqué de se faire de nouveaux amis ». Ce n'est pas vrai du tout. Les amitiés qui s'est créées à 70 ans peuvent être parmi les plus belles, les plus profondes, les plus libres de toute une vie. Parce qu'on arrive avec moins de masques, moins de compétition, moins de faux semblants, on arrive avec qui on est vraiment. Si ce que tu entends aujourd'hui te touche, si ces réflexions résonnent avec quelque chose en toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour qu'on puisse continuer à explorer ensemble ces questions qui comptent vraiment. Ton soutien m'aide à continuer ce travail. La quatrième erreur, c'est de vivre dans le passé au détriment du présent. Et je veux être très précis ici parce que ce n'est pas une critique de la mémoire ou de la nostalgie. La nostalgie peut être une chose belle. Se souvenir avec tendresse des moments heureux, honorer ce qu'on a vécu, transmettre des histoires aux générations suivantes, tout cela est précieux et nécessaire. Ce n'est pas de cela dont je parle d'une forme de fixation sur le passé qui empêche de vivre le présent. Je parle de ces personnes qui ne parlent que de ce qu'elles étaient, de ce qu'elles faisaient, de ce qu'elles avaient, comme si leur vie s'était arrêtée à un moment précis et que tout le reste n'était qu'un long déclin. Je parle de ce regard tourné en arrière qui ne voit plus ce qui est là, maintenant devant soi. Ce phénomène a un nom en psychologie. On l'appelle parfois la rumination nostalgique. Et il peut devenir un piège redoutable. Parce que le passé, par définition, ne peut pas être changé. Il peut être revisité, réinterprété, intégré, mais il ne peut pas être habité. On ne peut pas vivre dans ce qui n'existe plus.
Et quand on essaie, on se retrouve dans une sorte de musée intérieur entouré de souvenirs figés pendant que la vie réelle continue de se dérouler autour de soi sans qu'on y prenne part. Il y a aussi une autre dimension de cette erreur, plus subtile encore, c'est de comparer constamment le présent au passé et de trouver le présent toujours insuffisant. Avant, j'avais plus d'énergie, avant, ma famille se réunissait plus souvent, avant, les gens étaient plus respectueux, avant, c'était mieux. Cette comparaison permanente est une forme de violence envers le moment présent. Elle l'empêche d'exister pleinement, elle le condamne avant même de lui avoir donné une chance. La pleine conscience que je pratique et que j'enseigne depuis de nombreuses années nous invite à quelque chose de radicalement différent, à accueillir ce qui est là maintenant sans le comparer, sans le juger, sans les filtrer à travers le prisme de ce qui était. Pas parce que le présent est parfait, mais parce que c'est le seul endroit où la vie peut vraiment se passer. La cinquième erreur, et elle est profondément humaine, c'est de négliger son corps. Pas de le maltraiter volontairement, bien sûr, mais de le négliger par habitude, par résignation, par une forme de fatalisme qui dit « à mon âge, c'est normal de ne plus bouger, de ne plus faire attention à ce que je mange, de ne plus dormir correctement ». Et ce fatalisme est l'un des plus grands ennemis du bien-être après 70 ans. Le corps à cet âge a besoin de plus d'attention, pas de moins. Il a besoin de mouvements, même doux. Il a besoin d'une alimentation qui le nourrit vraiment, il a besoin de sommeil de qualité, il a besoin d'être écouté, d'être respecté, d'être pris en compte. Et quand on le néglige, quand on se dit que c'est trop tard pour changer ses habitudes, on se privait d'une source immense de vitalité et de bien-être. Je ne parle pas ici de performance sportive. Je ne parle pas de régime draconien ou de programmes d'entraînement intensif. Je parle de quelque chose de bien plus simple et de bien plus accessible. Une promenade quotidienne, quelques étirements le matin. Un repas préparé avec soin et savouré lentement. Une nuit de sommeil protégé. Ces gestes simples, répétés régulièrement, ont un impact considérable sur la santé physique, sur l'humeur, sur la clarté mentale, sur la qualité de vie. Et il y a quelque chose de profondément symbolique dans le fait de prendre soin de son corps, c'est dire je compte, ma vie compte, mon bien-être compte. C'est un acte d'autorespect, peut-être l'un des plus fondamentaux qui soit. La sixième erreur, et celle-ci touche à quelque chose de très intime, c'est de refuser de parler de la mort. Je sais que ce sujet est difficile. Je sais qu'il fait peur, qu'il est tabou dans beaucoup de familles, qu'il semble morbide ou déprimant. Mais je crois profondément que refuser d'y penser, refuser d'en parler est l'une des erreurs les plus coûteuses que l'on puisse faire, surtout après 70 ans. Parce que la mort est là, elle fait partie de la vie. Elle a toujours été là, et la nier ne la fait pas disparaître, elle ne fait que nous priver de la possibilité de nous y préparer, de lui donner du sens, de vivre pleinement sachant qu'elle viendra un jour. Les philosophes stoïciens avaient une pratique qu'ils appelaient memento mori, souviens-toi que tu mourras. Et loin d'être une invitation au désespoir, c'était une invitation à vivre pleinement, à ne pas gaspiller le temps précieux qui nous est donné à choisir ce qui compte vraiment. Les personnes qui ont réfléchi à leur mort, qui en ont parlé avec leurs proches, qui ont mis de l'ordre dans leurs affaires, qui ont exprimé leur volonté, ces personnes vivent souvent avec une légèreté et une liberté remarquables. Parce qu'elles n'ont plus à porter le poids de ce non-dit, de cette angoisse refoulée, de cette question suspendue dans l'air. Je ne te demande pas de t'obséder avec la mort, je te demande simplement de ne pas l'ignorer. De lui faire une petite place dans ta réflexion, dans tes conversations, dans ta façon de planifier ta vie. Parce que c'est précisément en acceptant que la vie est finie qu'on peut commencer à la vivre pleinement. Si ces réflexions t'accompagnent dans ta journée, si elles t'aident à voir les choses différemment, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. C'est une façon simple de me dire que ce travail a de la valeur pour toi et cela m'encourage à continuer. La septième erreur, et elle est peut-être la plus insidieuse de toutes, c'est de se laisser envahir par l'amertume. L'amertume est une émotion que je rencontre très souvent chez des personnes de cet âge et je la comprends. Je la comprends profondément parce qu'après 70 ans, on a souvent vécu des choses difficiles, des injustices, des trahisons, des déceptions, des deuils, des rêves non réalisés. Des relations qui ont mal tourné, des opportunités manquées. Et l'amertume, c'est la réponse naturelle à tout cela. C'est une façon de dire « j'ai été blessé et cette blessure n'a pas été reconnue, n'a pas été réparée ». L'amertume, à sa source, est une demande de reconnaissance. Mais voilà le problème avec l'amertume, elle ne répare rien, elle ne change pas le passé, elle ne fait pas revenir ce qui a été perdu. Et surtout, elle empoisonne le présent. Elle colorait tout ce qu'on voit d'une teinte sombre. Elle crée une distance avec les autres parce que les gens amers ont tendance à repousser ceux qui les entourent. Elle ferme les portes à la joie, à la surprise, à la gratitude. Le chemin hors de l'amertume ne passe pas par l'oubli. Il ne passe pas par le fait de prétendre que les blessures n'ont pas existé.
Il passe par quelque chose de bien plus courageux et de bien plus libérateur, le pardon. Et je veux être très clair sur ce que j'entends par pardon. Le pardon n'est pas une absolution de l'autre. Ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était acceptable, ce n'est pas oublier. Le pardon, c'est décider de ne plus laisser cette blessure définir qui on est et comment on vit. C'est se libérer d'un poids que l'on porte pour soi, pas pour l'autre. J'ai vu des personnes se libérer de décennies d'amertume en faisant ce travail de pardon. Et ce que j'ai vu dans leurs yeux après, c'était une légèreté, une douceur, une ouverture que je n'oublierai jamais. Comme si une fenêtre s'était ouverte dans une pièce qui était fermée depuis trop longtemps. La 8e erreur, c'est de cesser de rêver. Oui, tu as bien entendu, cesser de rêver. Il y a une idée très répandue qui dit que les rêves sont pour les jeunes. Que passé un certain âge, on doit être raisonnable, réaliste, pragmatique, que les projets ambitieux, les désirs profonds, les aspirations qui font battre le cœur, tout cela appartient à une autre époque de la vie. Et je crois que cette idée est l'une des plus grandes sources de tristesse que je connaisse, parce que le rêve n'est pas une question d'âge, le rêve est une fonction vitale de l'être humain. C'est ce qui nous donne envie de nous lever le matin, c'est ce qui donne de la couleur à nos journées, c'est ce qui nous connecte à quelque chose de plus grand que nos habitudes quotidiennes. Les rêves après 70 ans ne sont pas forcément les mêmes qu'à 20 ans. Ils sont souvent plus intérieurs, plus profonds, plus essentiels. Ce n'est plus forcément le rêve de la carrière ou de la réussite sociale. C'est peut-être le rêve d'un voyage longtemps remis à plus tard. Le rêve d'écrire ses mémoires, le rêve de se réconcilier avec quelqu'un. Le rêve de vivre plus simplement, plus authentiquement. Le rêve de laisser quelque chose de beau derrière soi. Ces rêves-là sont précieux, ils méritent d'être pris au sérieux, ils méritent d'être nourris, planifiés, partagés. Parce qu'un être humain sans rêve, c'est un être humain qui a perdu sa direction et il n'a pas d'âge. Je pense à une femme de 78 ans, appelons-la Hélène, qui avait toujours voulu écrire un livre. Elle avait passé toute sa vie à s'occuper des autres, de ses enfants, de ses parents, de son mari. Et à 78 ans, elle a décidé que c'était le moment. Elle a commencé à écrire, pas pour être publiée, pas pour être reconnue, mais pour elle-même, pour ses enfants, pour laisser une trace. Et elle m'a dit avec une joie que je n'oublierai jamais. Je ne me suis jamais autant sentie vivante. C'est ça, le pouvoir du rêve, même à 78 ans, surtout à 78 ans. La 9e erreur, et elle touche à quelque chose de fondamental dans notre rapport à nous-mêmes, c'est de se définir uniquement par ses limitations. Après 70 ans, les limitations sont réelles. Il serait absurde de le nier, le corps est moins rapide, moins endurant. La mémoire peut faillir sur certains détails. Certaines activités deviennent plus difficiles, parfois impossibles. Ce sont des réalités, et elles méritant d'être acceptées avec honnêteté, mais il y a une différence immense entre reconnaître ces limitations et se définir par elles. Entre dire je ne peux plus courir aussi vite et dire je suis quelqu'un qui ne peut plus rien faire, entre constater une réalité et en faire une identité. Ce que j'observe souvent, c'est que certaines personnes, face aux limitations de l'âge, réduisent progressivement leur image d'elles-mêmes à ces limitations. Elles se voient comme des êtres diminués, comme des versions appauvries de ce que j'étais. Et cette vision d'elles-mêmes devient une prophétie autoréalisatrice. Parce qu'elles se croient incapables, elles n'essaient pas. Et parce qu'elles n'essaient pas, elles confirment leur incapacité. La psychologie positive nous enseigne quelque chose d'important. Nous avons tous des ressources, des forces, des capacités, quel que soit notre âge, quel que soit notre état de santé. Ces ressources changent avec le temps, elles prennent des formes différentes, mais elles ne disparaissent pas. La sagesse qui vient de l'expérience, la capacité à relativiser que donne le recul, la patience qui s'est développée au fil des années, la profondeur émotionnelle, la capacité à être présent pour les autres, ce sont des richesses immenses et elles appartiennent à ceux qui ont vécu. Alors je t'invite à faire cet exercice et au lieu de te demander ce que tu ne peux plus faire, demande-toi ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, ce que tu as à offrir. La réponse, je te le promets, te surprendra. Si tu es en train d'écouter ceci et que tu te reconnais dans certaines de ces situations, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes vivent ces mêmes défis. Et le fait que tu sois là, que tu écoutes, que tu te poses ces questions, c'est déjà un acte de courage et de sagesse. Pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et à partager ce contenu avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. La 10e erreur, la dernière, et peut-être la plus fondamentale de toutes, c'est de ne pas s'accorder de gratitude. Je veux parler ici de quelque chose de très concret, pas d'une vague notion philosophique. La gratitude, telle que je l'entends, c'est la capacité à remarquer et à apprécier ce qui est bien dans sa vie, même au milieu des difficultés. C'est une pratique, pas un état naturel. Et c'est une pratique qui peut transformer radicalement la qualité de l'existence.
Les recherches en psychologie positive, notamment celles de Martin Seligman et de Robert Emmons, ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude, qui prennent le temps de noter chaque jour ce pourquoi elles sont reconnaissantes, ces personnes rapportent des niveaux de bonheur significativement plus élevés, une meilleure santé physique, un sommeil de meilleure qualité et des relations plus satisfaisantes. Mais la gratitude n'est pas quelque chose qui vienne naturellement à la plupart d'entre nous. Notre cerveau est câblé pour remarquer les problèmes, les dangers, ce qui ne va pas. C'est une adaptation évolutive qui nous a permis de survivre. Mais dans le monde moderne et surtout dans la vieillesse, ce biais négatif peut nous faire passer à côté de tout ce qui est beau, précieux, digne d'être célébré. Après 70 ans, la gratitude prend une dimension particulière parce qu'on a suffisamment vécu pour savoir que rien n'est acquis, qu'un matin ensoleillé est un cadeau, qu'une conversation avec un ami est un trésor, qu'un repas partagé avec ceux qu'on aimait est une grâce, qu'un corps qui fonctionne, même imparfaitement, est une merveille. Je ne te demande pas de nier la souffrance. Je ne te demande pas de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Je te demande simplement de regarder aussi ce qui est là, ce qui est beau, ce qui est digne de reconnaissance. Parce que les deux peuvent coexister. La souffrance et la gratitude peuvent habiter le même cœur au même moment. Et c'est précisément dans cette coexistence que réside une forme de sagesse profonde. Voilà. Nous avons traversé ensemble ces 10 erreurs et maintenant, avant de conclure, je voudrais prendre un moment pour te parler de quelque chose qui les relie toutes. Parce qu'il y a un fil conducteur, un thème central qui court sous chacune de ces erreurs et c'est celui de la résistance au changement. La résistance à accepter que la vie continue d'évoluer même après 70 ans. La résistance à reconnaître que nous pouvons encore nous transformer, encore nous adapter, encore choisir. Et cette résistance, elle est profondément humaine. Elle vient de la peur de perdre ce qu'on a, la peur de l'inconnu, la peur de souffrir, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs sont réelles et elles méritent d'être respectées, mais elles ne méritent pas de gouverner notre vie. La sagesse que j'ai glanée au fil des années dans mes lectures, dans ma pratique clinique, dans mes propres expériences, c'est que la vie ne s'arrête pas. Elle continue, elle évolue, elle se transforme. Et la question n'est pas est-ce que je peux arrêter ce mouvement? La question est est-ce que je veux y participer ou est-ce que je veux le regarder passer de loin? Je pense à tous ces hommes et ces femmes que j'ai rencontrés au fil des années, qui à 70, 75, 80 ans ont décidé de changer quelque chose dans leur vie, pas parce que c'était facile, pas parce qu'ils n'avaient pas peur, mais parce qu'ils ont choisi de croire que c'était encore possible. Et dans cette décision, dans ce choix courageux, il y avait quelque chose d'extraordinairement beau. L'une des choses qui me touche le plus dans mon travail, c'est de voir des personnes âgées qui rayonnent, pas parce que leur vie est parfaite, pas parce qu'elles n'ont pas souffert, mais parce qu'elles ont trouvé une façon de vivre qui est alignée avec ce qu'elles sont vraiment, avec ce qui compte pour elles, avec ce qui leur donne de la joie. Et cette façon de vivre, elle n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est accessible à chacun d'entre nous si on accepte de faire le travail intérieur qu'elle demande. Ce travail intérieur, c'est exactement ce que nous avons commencé aujourd'hui. Regarder honnêtement nos habitudes, nos attitudes, nos façons de penser, reconnaître celles qui nous servent et celles qui nous limitent. Et choisir doucement, progressivement d'en changer certaines, pas tout à la fois, pas du jour au lendemain, mais une par une avec patience et avec bienveillance envers soi-même. Parce que la bienveillance envers soi-même, c'est peut-être la clé de tout. C'est le sol dans lequel tous les changements peuvent pousser. Sans cette bienveillance, le changement devient une punition, une obligation, une source de honte supplémentaire. Avec elle, le changement devient une aventure, une exploration, une façon de s'honorer soi-même. Je veux maintenant récapituler brièvement ce que nous avons exploré ensemble pour que ces idées restent avec toi, pour qu'elles continuent de travailler doucement dans ta réflexion. Nous avons parlé de la confusion entre se reposer et s'arrêter de vivre et de l'importance de maintenir un engagement avec la vie. Nous avons parlé de l'erreur de cesser d'apprendre et de la beauté de la curiosité qui n'a pas d'âge. Nous avons parlé de la nécessité de nourrir ses relations même quand c'est difficile, même quand on a peur. Nous avons parlé du piège de vivre dans le passé et de la richesse du moment présent. Nous avons parlé de l'importance de prendre soin de son corps comme acte d'autorespect. Nous avons parlé du courage qu'il faut pour regarder la mort en face et de la liberté que c'est là procurer. Nous avons parlé de l'amertume et du chemin libérateur du pardon. Nous avons parlé de la nécessité de continuer à rêver quel que soit son âge. Nous avons parlé du danger de se définir uniquement par ses limitations et de la richesse des ressources qui restent. Et enfin, nous avons parlé de la gratitude comme pratique quotidienne capable de transformer la qualité de l'existence. Dix erreurs, 10 invitations à faire autrement.
10 portes qui peuvent s'ouvrir si on choisit de les pousser. Et maintenant, je voudrais terminer avec quelque chose qui me tient profondément à cœur. Je crois que la vieillesse, quand elle est vécue consciemment, quand elle est habitée avec courage et avec tendresse, peut être l'une des périodes les plus riches et les plus belles de toute une vie. Pas malgré les difficultés, pas malgré les pertes, mais avec elle, à travers elle, grâce à elle parfois. Il y a une profondeur qui vient avec les années, une capacité à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Une liberté qui s'égagne quand on n'a plus rien à prouver. Une douceur qui s'installe quand on a appris à accepter ce qu'on ne peut pas changer. Ces cadeaux de l'âge sont réels. Ils sont précieux et ils ne demandent qu'à être connus, cultivés, partagés. Tu as une vie derrière toi, riche d'expériences, de rencontres, d'apprentissage. Et tu as une vie devant toi, peut-être plus courte en années, mais pas nécessairement moins riche en sens, en beauté, en connexion. La question n'est pas combien de temps il reste. La question est comment je veux vivre ce temps. Avec quelle intention, quelle ouverture, quelle présence. Je te laisse avec cette pensée que j'aime beaucoup et qui me guide dans ma propre vie. La vie ne se mesure pas en années, mais en moments de vraie présence. Et ces moments, tu peux les choisir, tu peux les créer. Tu peux les offrir aujourd'hui, demain et tous les jours qui suivront. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci pour ta présence, pour ton attention, pour ta confiance. Ce chemin que nous faisons ensemble, ces questions que nous explorons, ils ont de la valeur, ils comptent, et toi, tu comptes. Si ce contenu t'a été utile, si ces réflexions ont allumé quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un ami, un parent, un proche qui traverse une période difficile. Parfois, les mots qu'on entend au bon moment peuvent changer quelque chose. Et ce quelque chose, même petit, même discret, peut faire toute la différence. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi avec toute la douceur que tu mérites.